Sud Radio, le Mac de l'Imo, décryptage et tendance de l'immobilier. Avec mon expert rénovation énergie. L'immobilier est-il une tendance de la présidentielle? A priori non, on en parle avec Laetitia Caron de Particulier à Particulier et avec Marc Ezrati. Bonjour Laetitia. Bonjour Marc, bonjour Jean-Marie. Alors Laetitia, on a l'impression que l'immobilier est un sujet absent dans cette campagne présidentielle. Il y a peu de propositions et le thème semble absent des débats. Oui, en effet Marc, je pense qu'on peut le dire. Bon, après, il y a énormément de sujets qui sont absents de cette campagne. Il n'y a manifestement pas que l'immobilier qui a disparu. Évidemment, entre le Covid et l'Ukraine, il y a peu de place pour les sujets classiques. Et ensuite, étant donné que les candidats favoris ne sont pas forcément concentrés sur le sujet de l'immobilier et que ce n'est pas ce sujet qui va les différencier, il n'y a pas vraiment de candidats qui s'emparent du sujet. Alors pourtant, le logement, c'est un enjeu important pour les Français. Oui, clairement, ça on peut le dire. L'immobilier est l'une des raisons principales de la baisse de pouvoir d'achat des Français. Juste pour info, pour faire un petit point, au début des années 2000, le logement représentait environ un quart du budget des ménages. Aujourd'hui, on est plutôt autour de un tiers du budget. Et pour les ménages les plus modestes, on monte même à 37% du budget. Les prix IMO, aussi bien à l'achat qu'à la location, ont vraiment augmenté bien plus que les salaires. Et avec la hausse du prix de l'énergie qu'on traverse en ce moment, la situation devient vraiment critique pour beaucoup de Français, ça c'est sûr. Alors Laetitia, quand on regarde d'un peu plus près les programmes, il y a quand même des propositions qui concernent l'immobilier et le logement. Ça donne quoi exactement ? Bon, déjà, du côté des candidats de gauche, il y a en général des propositions qui concernent la rénovation énergétique. En gros... dans la plupart des cas, il s'agit d'augmenter les aides, ce qui peut en effet servir parce que c'est vraiment un des freins à la rénovation énergétique. Le coût est élevé et c'est un frein pour beaucoup de monde. Il y a aussi dans le programme de Madame Hidalgo une réforme des règles de copropriété pour favoriser les travaux de rénovation énergétique. Mais il y a, à mon sens, un autre frein dont personne ne parle. À part ici, Marc, parce que je reconnais qu'ici on en parle pas mal, c'est qu'on manque d'artisans capables d'effectuer tous les travaux. La rénovation énergétique, c'est vraiment technique. Il faudrait envisager un réel plan de formation pour être prêt à gérer toutes ces rénovations. Et il ne me semble pas avoir vu ce point abordé dans la plupart des programmes. Et concernant l'accession à la propriété, est-ce qu'il y a des propositions ? Oui, il y a quelques mesures du genre favoriser les donations entre les grands-parents et les petits-enfants, chez Valérie Pécresse ou Marine Le Pen par exemple. Il y a aussi divers abattements sur les droits de succession, mais rien de révolutionnaire là-dedans. Ce sont des mesures dont l'impact serait globalement assez marginal. Un point plus intéressant qui apparaît dans plusieurs programmes, ce sont les incitations à s'installer en zone rurale. Marine Le Pen propose par exemple de faciliter l'accueil des néo-ruraux avec la vente de logements à bas prix en échange d'un engagement d'installation. C'est une idée intéressante. Et du coup, c'est quoi l'objectif ? L'objectif, c'est de redynamiser ces territoires. C'est un point intéressant parce que la clé du problème du coût de l'immobilier, c'est l'aménagement du territoire. Si notre territoire était aménagé de manière équilibrée, nous aurions beaucoup moins de problèmes de prix de l'immobilier. Mais le choix de favoriser l'installation en zone rurale peut poser question. Parce qu'on sait que ce sont des territoires dans lesquels il est indispensable d'avoir une voiture. Et évidemment, en ce moment, le coût de l'essence est vraiment dissuasif. On sait que c'est vraiment une difficulté majeure dans ces territoires. Oui. Allez-y, Marc. Et pour limiter les coûts de l'immobilier auprès des locataires, il y a aussi l'encadrement des loyers. Est-ce qu'on a des choses nouvelles ? Oui, en effet, les candidats de gauche, et notamment Jean-Luc Mélenchon, proposent de continuer d'étendre ce dispositif dans de nouvelles villes et même de les renforcer. Mais je rappelle que si les loyers augmentent dans de nombreuses villes, c'est d'abord parce que la demande est trop forte par rapport à l'offre. Et là encore, ça se traduit par une trop forte concentration de la population dans certains territoires. Donc là aussi, je pense qu'il faudrait redynamiser les petites et moyennes villes et on obtiendrait probablement le même résultat sans avoir besoin de l'encadrement des loyers. Mais Laetitia, cette pression sur le marché, elle est aussi due au fait qu'on manque de logements en France. Est-ce qu'il y a des mesures liées à la construction ? Oui, alors... il y a d'abord des objectifs, par exemple la construction d'un certain nombre de logements par an, mais ça, pour être honnête, il y a toujours des objectifs et ils ne sont jamais atteints. Donc, c'est pas très intéressant. Ensuite, il y a des mesures plus concrètes, comme le fait de raccourcir les délais de traitement des recours juridiques qui bloquent les constructions d'immeubles. Bon, là aussi, je crois qu'il n'y a rien de révolutionnaire. Et surtout, il faut être conscient que la construction se heurte à un autre objectif, celui de limiter l'artificialisation des sols. On doit garder les terres pour l'agriculture, donc à un moment donné, il faut choisir et on ne peut pas construire partout. Mais si on manque de logement, on n'a quand même pas le choix. En fait, c'est pas si clair qu'on manque de logements.
au global sur l'ensemble du territoire. Il y a des territoires où il y a énormément de logements vides en fait, parce que ce sont des territoires avec un solde migratoire négatif. Autrement dit, ce sont des territoires qui perdent de la population. Donc on manque de logements dans les zones attractives, évidemment, comme les métropoles ou le littoral, mais on a plein de logements en Champagne-Ardenne, en Bourgogne, en Auvergne. Donc là encore, l'enjeu, c'est surtout de redynamiser ces territoires pour qu'il y ait à nouveau de l'emploi, des infrastructures et que du coup, les Français reviennent s'y installer. Bon, en tout cas, moi j'ai quand même l'impression que vous ne semblez pas super convaincu par les programmes de nos candidats à la présidentielle. Est-ce que je me trompe ? Comme vous l'avez dit, je crois que l'immobilier est vraiment un sujet annexe dans cette élection et donc honnêtement, je crois que les programmes n'ont pas été finalement énormément travaillés. Et il faut aussi se dire, à mon avis, que l'immobilier n'est pas un thème qui se traite tout seul. C'est un sujet qui est lié à l'emploi, au transport, aux infrastructures, aux services, etc. Bref, encore une fois, c'est l'aménagement du territoire qui est vraiment le sujet important. Et oui, cet enjeu est absent de la campagne et c'est bien dommage. C'est bien dommage. Et d'ailleurs, vous, à particulier, vous avez fait une petite étude sur les différents programmes ? On a une étude qui va sortir la semaine prochaine. En effet, on est en train de traiter tout ça. D'accord. Et on n'a pas, pour l'instant, on n'a pas encore de piste. Alors, elle n'est pas finie d'être traitée, mais dès la semaine prochaine, on pourra en parler. Dès la semaine prochaine, on en parle. Merci beaucoup, Laetitia Caron. Et restez avec nous, en tout cas sur Sud Radio. On se retrouve dans quelques instants. On parle IMO avec Laetitia Caron, directrice générale de particulier à particulier, PAP.fr. On va vous proposer le coaching IMO. Aujourd'hui, Laetitia va vous montrer comment on fixe le prix de son bien immobilier. C'est important si on veut le vendre, par exemple. À tout de suite. Sud Radio. Parlons vrai. Sud Radio. Sud Radio. Parlons vrai. PAP.fr, première plateforme immobilière sans commission, présente. Sud Radio, on parle IMO. Votre rendez-vous 100% immobilier jusqu'à 10h sur Sud Radio. Vous cherchez à vendre ou à acquérir un logement, vous nous appelez 0826 300 300. On répond à toutes vos questions. Aujourd'hui, j'ai un bien immobilier, une maison ou un appartement, j'aimerais le vendre, mais comment je fais pour estimer son prix de vente ? Ça, c'est la question qu'on pose à Laetitia Caron, directrice générale de particulier à particulier, PAP.fr, avec Marc Ezrati. Laetitia, alors cette semaine, on l'a dit, on va traiter un sujet qui intéresse beaucoup de gens, en tout cas les propriétaires qui vendent. Comment on fixe le prix de son logement ? Alors effectivement, Marc, lorsqu'on s'apprête à vendre un logement, c'est la question numéro 1. C'est celle qu'il ne faut pas rater. Parce qu'il faut être ni trop haut, ni trop bas, mais juste au bon prix, au juste prix. Alors, du coup, par où on commence ? Déjà, on se renseigne sur le marché. Donc il y a désormais, et ça beaucoup de gens ne le savent pas, mais il y a désormais une base de données de toutes les transactions immobilières qui est accessible en open data, c'est-à-dire pour le grand public. Elle est consultable en se connectant, tout le monde peut s'y connecter, tout le monde là. Avec son numéro fiscal. Exactement, dans l'espace personnel sur le site impôt.gouv. Et en consultant cette base, vous pourrez voir à quel prix se sont vendus des biens immobiliers comparables aux vôtres près de chez vous. Oui, effectivement, je vous confirme, moi je l'avais utilisé, c'est pas mal du tout, ce site des impôts. Il y a des données très très complètes sur les ventes réalisées autour de soi. Mais parfois, on constate des écarts de prix assez importants pour un même quartier. Alors, il y a un point quand même important, c'est que dans tous les exemples que vous avez, il faut sélectionner ceux qui sont les plus comparables aux vôtres en termes de taille et d'année de construction. Par exemple, si vous vendez un 70 mètres carrés, vous prenez les biens entre 50 et 90 mètres carrés. Et autre exemple, si vous avez un immeuble des années 70, ça ne se compare pas avec un immeuble haussmannien. Et enfin, un point important aussi, pour les maisons, il faut regarder la surface du terrain. Donc vous prenez les maisons qui ont une parcelle d'une taille proche de la vôtre. Alors il y a une taille du logement, année de construction, taille du terrain aussi. Donc tout ça, ça resserre un peu la liste. Et après ? Alors, il faut avoir entre 5 et 10 ventes analogues à votre bien. Donc, si vous ne les avez pas, vous élargissez un peu le périmètre de recherche. Et là, une fois que vous avez ces exemples, là, c'est simple, vous regardez la moyenne des prix au mètre carré auxquels ces biens se sont vendus. Ça vous permet d'obtenir un prix au mètre carré moyen et vous le multipliez par la surface habitable de votre bien. Pour les surfaces annexes, comme les surfaces mansardées, les combles aménageables, les balcons, vous comptez environ un tiers de leur surface. Et au global, ça va vous donner un prix moyen. Mais ce prix moyen, il va falloir l'ajuster à son bien.
Alors oui, évidemment, il va falloir ajuster. Si votre bien a des atouts majeurs ou des défauts majeurs, il faut en tenir compte. Mais ce prix moyen, il est intéressant parce qu'il y a quand même, justement, déjà à la base, beaucoup de biens normaux qui ne sont ni refaits à neuf ni à rénover et qui sont assez classiques. Donc ils vont grosso modo se vendre à ce prix moyen. Voilà, maintenant il faut essentiellement tenir compte de l'état du logement, de ses prestations, de ses particularités s'il y en a. Pour faire simple, dans le pire des cas, un bien vraiment à rénover, vous allez appliquer une décote d'environ 20%. Et dans le meilleur des cas, un bien refait à neuf avec de belles prestations, vous allez appliquer une surcote d'environ 20% aussi. Et si mon bien il est en rez-de-chaussée ou qu'il y a une belle vue, comment on sait combien ça vaut ? Bon, il y a des grilles de calcul très basiques qui sont utilisées par toutes les personnes qui font de l'estimation immobilière. Ces grilles permettent d'ajuster un prix en fonction de critères comme par exemple l'orientation, le vis-à-vis, l'état du logement, etc. Bon, il s'agit bien entendu d'être honnête avec vous-même lorsque vous utilisez ces grilles. Donc si votre bien a des défauts, ne les exagérez pas. S'il a des atouts, ne les surestimez pas non plus. On cherche un juste prix et il faut que vous soyez juste. Un rez-de-chaussée côté rue, c'est environ moins 20%. Côté cour, c'est plutôt moins 15%. Une belle vue, c'est plus 5 à plus 20% selon le caractère exceptionnel de la vue. La grille, elle est sur PAP. Et moi, je donnerais un dernier conseil, c'est quand vous l'utilisez, vous vous mettez à la place de l'acheteur. Si vous achetiez ce bien, voilà. Mais en même temps, on a tendance à imaginer qu'il a envie de payer très cher. Exactement, oui. Justement, c'est nous qui vendons. C'est quoi les défauts rédhibitoires qui peuvent faire plonger le prix d'un appartement, ce dont on ne se rendrait pas forcément compte ? Alors bon, déjà les nuisances d'environnement, ça c'est important. La luminosité, ce sont des critères que beaucoup de gens aujourd'hui, qui sont importants pour beaucoup de gens. Plus on habite en bas sur un immeuble collectif, évidemment, plus il fait sombre. Ça, exactement. Donc un rez-de-chaussée, par exemple, évidemment, est décoté par rapport à un étage. Et voilà. Et le commerce, si vous avez un commerce en bas de chez vous, un bar ou un restaurant où il va y avoir des nuisances répétées jusqu'à 2h, 3h du matin, ou des odeurs, tout simplement. Ça c'est une décote. Voilà, ça fait partie des vaut choses mieux avoir une librairie ou une galerie d'art en bas de chez soi. À l'inverse, ce qui fait vraiment exploser la valeur du bien, c'est quoi ? Alors, la vue, les prestations, l'exposition, une exposition plein sud, sans vis-à-vis, avec une belle terrasse, etc. Là, et alors, dans les grandes villes, dès que vous avez une terrasse, un balcon, un grand balcon ou un extérieur, là, les prix s'envolent. C'est déjà très cher. Marc Ezrati. Et dans ce prix, on ajoute une marge de négo ? Alors oui, c'est l'usage, mais alors attention, là aussi, il ne faut pas exagérer. En gros, si vous êtes sur un marché très dynamique, vous pouvez ajouter environ 10%, mais grand maxi. Sur un marché classique, n'allez pas au-delà de 5%. Et si vous êtes sur un marché difficile, alors vraiment n'ajoutez que 2-3%, voire rien du tout. Parce que si votre prix est vraiment trop élevé, les gens ne négocieront pas, ils ne vous feront même pas d'offre. Laetitia, justement, quand on vend un logement, est-ce que c'est grave de mal estimer son bien ? C'est pas grave, il y a des choses plus graves dans la vie, Marc, mais c'est juste une perte de temps. Si vous avez vraiment surestimé, vous risquez d'avoir peu de contacts. Alors pas de panique, un prix ça se corrige. Quand vous publiez une annonce, vous voyez les retours que vous avez. Sur PAP, on vous dit même précisément combien de personnes ont vu votre annonce, ont cliqué dessus. Si vous voyez qu'il y a du monde et que personne ne vous contacte, alors là c'est un signe, il faut baisser votre prix. Problème. Vous avez un dernier conseil à donner à ceux qui nous écoutent ce matin sur Sud Radio ? Je l'ai un peu évoqué tout à l'heure, mais il faut vraiment se mettre à la place de l'acheteur. Les erreurs classiques de la plupart des vendeurs consistent à valoriser le bien à partir de leur prix d'achat en ajoutant les travaux qu'ils ont faits ou à partir du moment dont ils ont besoin pour acheter, du montant dont ils ont besoin pour acheter leur nouveau bien. Ce ne sont pas des bonnes méthodes parce que l'acheteur il se moque de tout ça. C'est un particulier comme vous. Lui, ce qu'il va voir, ce sont les biens disponibles sur le marché aujourd'hui et il va comparer. Donc mettez-vous à sa place, demandez-vous honnêtement à quel prix vous achèteriez votre bien aujourd'hui. Ça, c'est du bon sens et c'est ça qui fonctionne. Merci Laetitia Caron, directrice générale de particulier à particulier PAP.fr. On rappelle à ceux qui nous écoutent qu'ils peuvent bénéficier de conseils en s'inscrivant gratuitement sur PAP.fr. On peut aussi rencontrer en ce moment les coachs immobiliers de particulier à particulier en physique toute la semaine prochaine. En tout cas, c'est pour les Franciliens du 21 au 27 mars sur l'esplanade de la Défense. C'est près de Paris. Tout de suite, le coup de cœur. Aujourd'hui, on part dans la Somme, on part à Amiens et on a avec nous Didier Salène. Oui, bonjour Marc. Bonjour Didier, conseiller immobilier chez Foncière Transactions à Amiens. Vous avez un coup de cœur, on vous écoute.
Oui, alors un coup de cœur sur une jolie maison amiénoise, qu'il y en a beaucoup à Amiens évidemment, qui est située très proche de la Somme et du chemin de halage qui permet de belles balades. Oui, tout à fait, de belles Quartier balades. Saint-Maurice. C'est ça, tout à fait, quartier Saint-Maurice, mais le bas Saint-Maurice, donc vraiment Oui. un endroit très sympa à Amiens. C'est une maison de 90 mètres carrés. Alors elle a été entièrement rénovée et qui dispose, l'avantage qu'elle dispose d'une très belle terrasse de 30 mètres carrés carrelée. Donc on peut y passer des bons moments à l'extérieur. Oui. Au rez-de-chaussée, on a une grande cuisine ouverte sur cette terrasse, justement, donc très lumineuse, elle est toute équipée avec un électroménager récent et une belle pièce à vivre avec une cheminée, ce qui n'est pas négligeable aujourd'hui, puisque ça permet également de chauffer la maison. Exactement. Le prix de ce bien ? Alors, on est à 194 000 €, ce qui est légèrement inférieur au prix moyen sur le secteur. Oui, c'est ça. Ça fait combien, ça, au mètre carré, à peu près Ça fait un peu moins ça fait 2100 mètres carrés. 2100, 2100 le mètre carré, oui. Merci Didier Salène pour ce coup de cœur. Donc on retrouve les images de ce bien sur les réseaux sociaux de Sud Radio dès la fin de l'émission. On peut aussi appeler le standard 0826 300 300. On peut aussi se rendre à votre agence 12 rue des Vergeaux. C'est à Amiens, c'est tout près de la Poste. Il ne faut pas hésiter. D'ailleurs, c'est une des plus belles villes de France. Il y a une des plus belles cathédrales de France. On parlait des logements surélevés. Ça existe aussi à Amiens, en haut de la magnifique tour Perret. Plus de 100 mètres. C'est le gratte-ciel de la ville d'Amiens. Merci à vous, Didier Salène, conseiller immobilier chez Foncia Transactions à Amiens. Tout de suite, place à Frédéric Fougera. Sud Radio, on parle IMO, les 48 secondes. Avec Techway by Foncia pour vivre dans un environnement sûr et sain. Bonjour Frédéric Fougera, directeur de la communication du groupe Emeria. Frédéric, question très fréquente, que faut-il faire en cas de dégâts des eaux dans une copropriété ? Bonjour Marc. En cas de dégâts des eaux, la priorité est d'identifier l'origine du sinistre pour tenter d'y mettre fin le plus vite possible. Couper un robinet qui serait à l'origine d'une fuite ou alerter un voisin si le dégât vient d'un autre appartement ou votre gardien ou le syndic si l'origine se trouve dans les parties communes de l'immeuble. Si vous êtes locataire, prévenez immédiatement votre propriétaire ou votre gestionnaire locatif. Si le problème a été rapidement résolu, pensez à aérer le plus possible votre logement pour limiter les dégâts et surtout éviter le développement de moisissures. Enfin, que vous soyez locataire ou propriétaire, responsable ou non du dégât des eaux, vous devez rapidement contacter votre compagnie d'assurance, idéalement dans les 5 jours ouvrés qui suivent le constat du dégât des eaux. Plus vite vous réagissez, plus vite seront réalisées la prise en charge et le règlement des indemnités. Autre conseil très important, prenez des photos. L'apparence du sinistre peut évoluer et il vous faut disposer de toutes les preuves que vous pourriez avoir à présenter, notamment auprès de l'assurance. Voilà Marc, quant à savoir si vous pouvez faire réaliser immédiatement les travaux, la réponse est non. Il est essentiel que l'origine du sinistre puisse être attribuée pour des questions de responsabilité. Enfin, il faut attendre que l'humidité ait complètement disparu des sols et des murs, ce qui représente parfois des semaines, voire des mois. Merci Frédéric Fougera et à la semaine prochaine. Et on rappelle à ceux qui nous écoutent qu'ils peuvent revoir cette chronique sur la playlist Techway by Foncia sur la chaîne YouTube de Foncia et dans l'ouvrage Réparer et entretenir son logement de Christophe Dupont. C'est paru aux éditions Bréal by Studirama. Et merci à vous, Marc Ezrati. Merci Jean-Marie. On vous retrouve à 9h15 samedi prochain pour On parle IMO. Nouveau rendez-vous 100% immobilier évidemment sur Sud Radio. Merci à vous, Laetitia Caron, directrice générale de PAP. Merci Jean-Marie. Et à samedi prochain ou à une prochaine fois sur Sud Radio. Chers amis, on vous souhaite une excellente journée à l'écoute de Sud Radio. C'est la fin du grand matin week-end. Je vous rappelle, l'événement de la journée, c'est à partir de 21h. Qu'est-ce qui se passe à 21h ? On écoute tout de suite Swing Low. Swing Chariots, France-Angleterre, le crunch à 21h sur Sud Radio, la radio du rugby. Ramenez-nous le grand chelem par pitié, messieurs, c'est à vivre sur Sud Radio avec Daniel Herrero et Alexandre Priam. Avant ça, évidemment, la journée continue. Juste après les informations, vous retrouverez Natacha Harry, vos animaux. Natacha Harry qui vous consacre une émission spéciale Ukraine. On vous souhaite une très belle journée à l'écoute de Sud Radio.